Chaque nuit, j'étais tourmenté par la même vision. À l'âge de 12 ans, ma chère Caroline accourait vers moi au milieu des flammes, le visage barbouillé de larmes et suppliant « Papa, où étais-tu » Je restais là, paralysé par une tristesse inextinguible et impuissant à la réconforter. À mesure qu'elle s'approchait, les flammes derrière elle devenaient de plus en plus chaudes, mais elle n'en était pas affectée. Je savais que la routine se répéterait dès la tombée de la nuit, à chaque fois, je me réveillais au bord du gouffre, le cœur battant et la transpiration saturée, et je restais dans un état d'inquiétude jusqu'au lever du jour. Chaque nuit, je me resservais de l'alcool dans l'espoir de dormir quelques heures avant que le cauchemar ne recommence. Je veux que vous sachiez que je ne me contente pas de me défouler, mais que j'assume pleinement la responsabilité de mes actes. Cette torture est exactement ce que je mérite, je m'appelle Kyle Murphy. Combien de fois ai-je souhaité que ce soit ma fille bien-aimée qui s'embrase à ma place? La question, où est Caroline, est sortie de ma gorge alors que j'étouffais et sanglotais. En réponse, la voisine a dit, ils ne l'ont pas encore trouvée. La réaction d'Émilie a été vive et tranchante, comme si tu en avais quelque chose à faire, espèce d'abruti. Même si je savais qu'il serait inutile d'essayer de consoler ma femme au cœur brisé, j'ai regardé en silence les pompiers fouiller les décombres pour la retrouver. En tant que parent, on ne peut imaginer rien de plus déchirant que de voir un pompier retirer le corps brûlé de son enfant d'une maison détruite. À l'exception peut-être de la souffrance psychologique associée à l'image des derniers instants de votre enfant, englouti dans la fumée et la chaleur, sachant que les secours n'arriveront pas, implorant ses parents. Pour une raison ou une autre, cette image mentale m'angoissait vraiment, et j'avais l'impression qu'Émilie ressentait la même chose. Émilie s'est évanouie lorsque le pompier s'est approché avec le corps inanimé de Caroline, dont la gravité des brûlures était évidente. Je me suis agenouillé, j'ai sangloté et j'ai vomi. Caroline a été emmenée à la morgue, tandis qu'Émilie a été emmenée à l'hôpital. J'ai refusé de me faire soigner. J'avais trop peur d'aller voir l'une ou l'autre. Voir le corps sans vie de Caroline me briserait encore plus, et je craignais que ma présence n'aggrave les souffrances d'Émilie. Je me sentais tellement engourdi que je ne pouvais même pas regarder dans les yeux les personnes qui savaient que j'avais laissé tomber mon enfant. En attendant qu'Émilie trouve du réconfort chez sa mère, j'ai pris une chambre dans un motel et j'ai bu jusqu'à en mourir. Je suis allé à la visite de ma fille, mais on m'a emmené dans un endroit différent de celui où se trouvaient Émilie et sa famille. Même les membres de ma propre famille n'ont pas eu le courage de s'asseoir à côté de moi dans la salle prévue à cet effet. Les regards acérés échangés par toutes les personnes présentes dans la salle étaient comme des javelots. Pendant son discours, j'ai cru que le prédicateur allait me condamner à l'enfer. Tous ceux qui parlaient de Caroline étaient submergés par l'émotion et ne pouvaient pas continuer. Comme je doute sérieusement que j'aurais pu trouver les mots, l'interdiction de parler m'a semblé tout à fait acceptable. Au milieu des rites funéraires, une tentation troublante de sauter dans la tombe avant que la terre ne se dépose sur le cercueil m'a brièvement traversé l'esprit. Émilie et quelques autres ont cherché du réconfort dans le fellowship hall de notre église, mais je suis retourné au motel, où j'ai bu jusqu'à en mourir. J'ai téléphoné à mon avocat après m'être arrangé avec mon patron à l'enterrement et je lui ai donné l'autorisation de mener ma procédure de divorce par le biais d'une procuration. Je lui ai dit de donner à Émilie tout ce qu'elle voulait et lui ai promis de lui envoyer chaque mois autant d'argent qu'elle le souhaiterait. J'ai attendu au motel que mon supérieur organise un transfert dans une autre ville, en m'assurant que mes nouveaux collègues ne sachent pas ce qui m'avait déraciné. Au début, cela a semblé efficace. Cependant, j'ai rapidement pris conscience de l'existence du « look ». J'ai été mise à l'écart dès qu'ils l'ont appris. C'était juste, je ne pouvais pas leur en vouloir. Émilie a demandé le divorce, réclamant tous mes biens et même ma dignité, comme me l'a dit mon avocat. Émilie était déjà dévastée lorsque la nouvelle de ma romance avec Bethany a été connue. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela a été atrocement douloureux pour vous. Émilie a exigé que je renonce à mes biens, ce que j'ai fait dans la mesure où le tribunal le permettait. Elle a prétendu qu'elle avait besoin d'une ordonnance restrictive permanente pour ma sécurité, pas pour la sienne, et elle l'a obtenue. De plus, Émilie a fait une demande excessivement complexe que le tribunal n'a pas pu accepter, m'empêchant de me recueillir sur la tombe de Caroline. Allez au diable! Émilie a dit en partant, et mon avocat a relayé ses propos. Mon monologue intérieur lui a répondu, j'y suis déjà. Beaucoup m'ont demandé si j'avais envisagé de mettre fin à mes jours pendant cette période. Je réponds sans hésiter, non seulement cela, mais aussi tous les jours misérables qui ont suivi. Pour quelle raison ne l'ai-je pas fait? Il est intéressant de noter que c'est pour le bien d'Émilie. Elle ne me souhaitait même pas le bien. Cependant, mon suicide l'empêcherait de recevoir un quelconque remboursement de mon assurance vie. En outre, la pension alimentaire à vie que j'avais prévue ne serait jamais versée. J'hésitais, je luttais pour sortir du lit et affronter le monde, même si je savais que je devais le faire.
Le Pepsi Light, les chips et les sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture étaient les piliers du régime alimentaire de ma nouvelle ville. Dans un quartier miteux, je vivais dans un appartement délabré et bon marché. Je n'ai jamais signalé d'agression, mais les agressions sont devenues monnaie courante. Le maximum obtenu était de $12. Je ne voyais pas l'intérêt d'utiliser des cartes de crédit, et l'argent n'avait pas de sens pour moi. Nous avions très peu de services publics, pas de télévision ni d'internet. La seule personne qui connaissait le numéro associé à mon TracFone bon marché était mon avocat. J'ai consacré jusqu'au dernier centime à Émilie. Parfois, mon avocat me faisait savoir que des gens essayaient de me contacter, et il me disait souvent qu'il s'inquiétait pour moi. Je détestais les gens qui connaissaient la réponse à toutes les questions qu'ils posaient, car elle était tellement évidente. Non, tout ne va pas bien, et tout n'ira jamais bien, à cause de ma négligence, telle était la cruelle réalité. Mes parents, qui aimaient beaucoup Caroline, étaient les seuls à qui je ne pouvais pas répondre. J'avais beau vouloir les appeler, je n'en avais pas le courage. Ils m'ont donné l'espace dont j'avais besoin pour me rétablir, m'assurant de leur amour et de leur soutien même si j'avais l'impression que je n'aurais pas assez de temps pour me rétablir en une vie. J'ai longtemps croupi dans la misère jusqu'à ce que mon avocat m'annonce enfin la nouvelle, Émilie s'était remariée et voulait que je cesse de lui envoyer de l'argent. Mais j'ai tenu à continuer les paiements. Émilie rejette fermement toute association avec vous, m'a-t-il répondu sans embâche. Ce qu'elle appelle votre « argent du sang » est inacceptable pour elle. Au contraire, elle vous suggère fortement de faire pénitence avec cet argent. Elle a été moins charitable dans sa première proposition. S'agit-il d'une pénitence? Mes pensées s'étaient égarées vers la douleur et la damnation, mais la contrition? Comment se sent-on quand on est responsable de la mort de son enfant? Le discernement m'échappait. J'ai demandé conseil à ma barmaid préférée, qui était également psychologue agréée, car elle était la thérapeute la plus qualifiée que je connaissais. Pour obtenir de l'aide, j'ai expliqué ce que j'avais fait et à quel point j'avais besoin de me repentir. Savez-vous si vous auriez pu la sauver si vous aviez été là? Lui demanda-t-il. Je crois que j'aurais essayé, oui. Étant donné que vous n'auriez pas pu la sauver, y a-t-il un moyen pour qu'elle s'échappe seule, sans aide? À l'étage, elle était prise au piège. Il y avait un escalier juste devant sa fenêtre qu'elle aurait pu utiliser pour s'échapper. Les fenêtres de votre maison ne me sont pas familières. Il aurait pu être difficile de les ouvrir si elles sont semblables aux miennes. Votre fille aurait-elle pu s'échapper seule en ouvrant suffisamment sa fenêtre? Je ne sais pas. J'en doute fortement. Même si vous ne pouvez pas réparer ce qui est arrivé à votre fille, peut-être que le fait de résoudre ce problème pourrait empêcher que des tragédies similaires n'arrivent à d'autres enfants. C'est peut-être un moyen de trouver la rédemption. À ce moment précis, je me suis rendu compte que j'avais perdu tout ce temps à pleurer ma propre perte, pensant que cela permettrait à Caroline de me comprendre et de me pardonner. Je n'avais pas pensé à faire de sa mort un catalyseur pour mettre fin à d'autres tragédies de ce genre. Son destin aurait pu être différent si elle avait connu une autre issue. Beaucoup d'autres enfants ont dû se trouver dans une situation similaire, me suis-je dit. Cela m'a donné envie de découvrir comment éviter cela à l'avenir. Le temps a passé et je me suis renseigné sur les meilleures échelles pliantes du marché, sur la manière de les installer et j'ai même rédigé un manuel d'utilisation. Je suis tombé sur une entreprise qui installe des fenêtres à des prix raisonnables, faciles à utiliser et sûrs. Avec un objectif précis en tête, j'ai contacté le service de pompiers volontaires du quartier. Ils voulaient un examen physique, et je l'ai raté du premier coup. Après 6 mois d'entraînement, de réseautage et d'études, j'avais atteint mes objectifs de remise en forme. J'ai proposé de combiner ma notion avec le plan de prévention des incendies du service après avoir passé l'examen physique et rejoint la caserne des pompiers. En faisant du porte-à-porte, nous avons effectué des inspections gratuites des incendies, détecté les dangers et distribué des détecteurs de fumée. Nous avons mis l'accent sur l'utilisation d'échelles pliables dans le cadre des plans d'évacuation pour les personnes vivant aux étages supérieurs des maisons à 2 étages, un élément auquel beaucoup n'avaient pas pensé auparavant. Nos inspections ont été fortement suggérées par les agents immobiliers de la région aux nouveaux propriétaires. Le bouche à oreille a fait le reste. J'ai participé à l'installation, quelques autres sympathisants ont fourni les échelles, et les pompiers ont supervisé les exercices d'évacuation. Mais il n'y avait pas beaucoup de fenêtres bon marché que les enfants pouvaient utiliser. La demande a dépassé les fonds disponibles, même si certaines familles ont apporté leur contribution, et malgré les pourparlers avec une nouvelle entreprise. Des dons et des bénévoles de la communauté ont afflué. Le conjoint d'un pompier, expert comptable, a joué un rôle déterminant dans la création des échelles de l'espoir de Caroline, une fondation déductible des impôts. J'ai eu des hauts le cœur en lisant l'annonce, et mon équipe et moi-même avons supplié les gens de faire connaître l'organisation caritative en ligne. Pendant plusieurs années, nous avons pu étendre le programme avec les ressources dont nous disposions,
mais l'attente pour les échelles est devenue insupportable. J'avais peur qu'un enfant meure dans sa maison en attendant de l'aide. Je ne savais pas que j'avais été nominé pour le titre de pompier volontaire national de l'année par mon service d'incendie local. Grâce à ma victoire, j'ai pu obtenir une interview sur Fox & Friends, où je me suis excusé pour mon rôle dans le récit de Caroline et où j'ai proposé l'émission comme une forme de pénitence. Les dons ont dépassé le $1 million et le trafic sur le site web a dépassé les 100 000 clics, tout cela grâce à la publicité nationale. Alors que les dons étaient les bienvenus mais non obligatoires, les services d'incendie de tout le pays ont voulu suivre notre exemple et mettre en place des installations gratuites de fenêtres et d'échelles, en plus des exercices d'évacuation obligatoires. Nous avons été ravis d'apprendre que l'une des échelles de Caroline avait sauvé la vie d'un enfant de 9 ans dans les 6 mois suivant notre première installation. La publicité a attiré l'attention et les dons. Émilie, sur un ton inattendu et personnel, nous a envoyé notre première plainte 7 mois plus tard. Dans un courriel, Émilie exprime son dégoût pour le programme lié au nom de notre fille. Mon cher crétin, tes actes odieux ne cessent de me surprendre. Utiliser le nom de notre fille pour une initiative bidon afin de se faire de la publicité et d'en tirer profit est la pire chose que vous puissiez faire à sa mémoire. Vous faites semblant d'être affligé par son décès, c'est évident. J'ai demandé à mon avocat de porter plainte contre vous parce que vous utilisez le nom de notre fille sans notre autorisation. L'affaire, Caroline S. Laders Forup, fera l'objet d'une enquête de la Commission fédérale du commerce. Un certain nombre de sources médiatiques découvriront très bientôt la réalité sur votre groupe et sur vous. Je voulais déjà vous envoyer en enfer avant que vous ne calomniez le nom de notre fille. Je souhaite maintenant que vous fassiez un tour en enfer. La réponse de mon avocat a été la suivante. À la jeune mariée Madame Granger, la personne qui représente mon client a lu votre courriel et n'est pas d'accord avec vos hypothèses. Le nom de votre fille n'est pas exclusivement le vôtre, pas plus que celui de son père. Des poursuites pour diffamation et calomnie seront engagées en réponse aux allégations selon lesquelles quelqu'un se fait de l'argent sur sa réputation. L'utilisation de toutes les contributions à la Fondation pour les matériaux a été vérifiée par des audits réalisés par une société indépendante. Toutes les personnes qui y ont travaillé, même votre ex-mari, ont donné de leur temps gratuitement. Nous sommes pleinement conscients de la possibilité d'être confrontés à des conséquences juridiques. Il est clair, à la lecture de la décision du juge du divorce, que vous avez enfreint l'ordonnance restrictive que vous aviez demandée. Les deux parties devaient éviter tout contact. Une injonction de cesser et de s'abstenir vous sera délivrée car votre infraction est passible de poursuite. Nous demanderons une condamnation financière substantielle s'il est prouvé que vos actions ont causé un préjudice aux finances de la Fondation à la suite d'une publicité négative. Pensez à la façon dont le fait de rendre publique votre action en justice pourrait vous faire passer pour quelqu'un de vicieux et de mesquin. Milton Granger, le mari d'Émilie, a envoyé une lettre choquante après que celle-ci et son avocat eurent cessé de communiquer. Monsieur Murphy, je vous écris à propos d'eux. Ma future ex-femme vous a attaqué, vous et votre entreprise, et j'en suis profondément désolé. Malgré sa colère envers vous et son chagrin suite à la mort de Caroline, j'ai épousé Émilie dans l'espoir de découvrir une femme attentionnée et aimante. Sa douleur a été ressentie par beaucoup, y compris par moi. Mais elle ne s'est pas améliorée, en fait, elle a empiré. Je me suis rendu compte qu'elle m'avait épousé pour des raisons financières, dans l'intention de supprimer la seule source de revenus entre vous deux. Son ressentiment n'a jamais disparu, malgré tous mes efforts. J'ai divorcé à cause de la forte réaction d'Émilie à Caroline S. Laders. Elle avait l'intention d'écrire un éditorial qui serait distribué à des sources d'information dans tout le pays. Elle a demandé aux plateformes en ligne de supprimer le site web et toute référence favorable à celui-ci. Une interview avec ABC dans laquelle elle vous a attaqué, vous accusant de transactions financières douteuses et de l'absence de preuves que les échelles de Caroline ont aidé des enfants, a été son « moment le plus fort », comme elle l'a dit. Nommer un enfant sauvé par les échelles de Caroline, a-t-elle déclaré en guise de cadeau de départ. Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir le faire? ABC m'a informé d'un suivi à venir qui vérifiera les affirmations faites en réaction à la première émission. En raison du grand nombre de réponses, cette question a été posée. Ce chèque de $100 000 pour Caroline S. Laders est inséré pour souligner ma position. Je souhaite sincèrement qu'Émilie reçoive l'aide dont elle a besoin. Priez pour nous. L'avis de Milton Granger. Un changement catastrophique. Tragiquement, Émilie n'était pas encore sous le coup d'une action en justice lorsque l'incident s'est produit. Alors qu'il revenait de l'épicerie, Kyle a reçu un appel l'informant qu'une maison proche était en feu. Cette maison était située près de l'endroit où Kyle avait personnellement installé une échelle. Se précipitant sur les lieux, il n'a pas pris la peine d'enfiler son équipement de lutte contre l'incendie. Comme il était le premier arrivé, il n'a pas perdu de temps pour pénétrer dans le bâtiment en feu.
Bien que la partie supérieure des marches soit restée libre, les marches inférieures étaient en proie aux flammes. Se précipitant sur les marches, Kyle a sauté et sprinté jusqu'à ce qu'il atterrisse sur la 5e marche.